Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, et bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Administrer un médicament à un enfant sans ordonnance médicale peut comporter des risques. Il est donc utile de bien se renseigner sur les effets secondaires potentiels. Quels sont les dangers d'une telle pratique? Nous donnons la parole au docteur Patrick Ngou, médecin pédiatre exerçant à Kribi. Il réagira également sur l'interdiction de circulation du Nature Cold au Cameroun, médicament qui a causé la mort de 6 enfants de 5 ans dans le nord-ouest il y a quelques jours. Ils sont morts à l'hôpital de district de Fundong après avoir consommé Naturecold, un sirop pour la toux qui n'est pas autorisé au Cameroun. Bienvenue, docteur, bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous, bon après-midi à nos auditeurs. D'accord. Docteur, qu'est-ce que c'est l'automédication? Alors, l'automédication, c'est le fait de prendre un médicament sans une prescription écrite. Parce qu'un médecin peut vous conseiller un médicament au téléphone, et si ce médicament pose problème, vous comprenez bien qu'il ne peut pas avoir une responsabilité derrière parce qu'il n'y a rien d'écrit. Le prescripteur peut faire une prescription, la signer, par exemple, vous la signez et vous allez en pharmacie vous présenter, c'est une ordonnance. Oui. Donc, l'automédication, c'est le fait de prendre un médicament sans ordonnance, soit de sa propre initiative, soit sous le conseil d'un proche professionnel de santé ou pas. D'accord. Donc, l'automédication, généralement, se réfère à la médecine moderne, mais il y a aussi de l'automédication dans la médecine traditionnelle et non conventionnelle, comme on dit. Donc, si vous vous dites que vous avez, par exemple, la fièvre typhoïde et que vous avez entendu dire qu'il faut bouillir les feuilles de goyavier et boire cette infusion pour soigner la fièvre typhoïde, c'est aussi une forme d'automédication. D'accord, docteur. Et pourquoi certaines personnes recourent-elles à l'automédication? Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, une étude qui a été faite dans un hôpital pédiatrique en 2011 avait montré que 50% de la population a recours à l'automédication en première intention quand il s'agit de la santé de leur enfant. De façon simple, ça veut dire que vous avez votre enfant à la maison qui fait de la toux et vous levez de votre propre chef, vous allez à la pharmacie ou à la boutique qui vend les médicaments et demandez un médicament de la toux pour votre enfant. Ça, c'est de l'automédication. Et c'est devenu tellement usé, tellement habituel qu'on en a fait une norme. Et les dégâts qu'on a eu récemment avec nos jeunes Camerounais qui sont décédés suite à l'injection de ces médicaments dont on va parler tout à l'heure, constitue la fin la plus triste et la plus tragique de l'automédication. D'accord. Donc, 50% des populations, vous imaginez bien, vous avez votre enfant qui ne parle pas, qui fait la fièvre, vous vous dites non, ça peut être un paludisme, vous allez prendre un médicament de palu, vous lui donnez, quand ça améliore par après, vous dites non, ça s'appelle la fièvre typhoïde, vous allez encore prendre un médicament de la typhoïde, vous lui donnez, si c'est de la diarrhée, vous dites non, ça peut être les amis, vous vous levez de votre propre chef, vous allez prendre un médicament contre les amis sans être sûr que ce soit les amis. Donc vous voyez ce petit geste qu'on trouve anodin, banal, normal auquel on s'habitue peut être très dangereux pour la santé de l'enfant et plonger toute une famille dans la tristesse, la consternation et le deuil. D'accord, docteur. Et quelles sont les causes de l'automédication, docteur? Donc, les causes de l'automédication, forcément, sont liées aux problèmes que l'enfant pose, aux problèmes qui peuvent être résolus. Une étude également qui a été faite chez nous dans un hôpital pédiatrique a montré que les, les premiers symptômes qui poussent le parent à faire de l'automédication quand il s'agit de l'enfant, c'est la température, la hausse de température, c'est la toux, c'est l'écoulement nasal et le riz, c'est la diarrhée, c'est le mal de ventre. Donc voilà déjà ces cinq plaintes-là constituent pratiquement 80% des raisons pour lesquelles les parents se lèvent et vont spontanément à la pharmacie demander conseil. Ce qui est marrant, c'est qu'ils laissent l'enfant à la maison. Donc vous avez un enfant de 2 mois qui tousse, vous allez à prendre le médicament, vous dites donnez-moi le médicament de la toux là, j'ai mon enfant de 2 mois à la maison. On peut faire un médicament, attention, il y a un problème. Parce que les médicaments à cet âge sont donnés en fonction du poids. Et il y a certaines voies de médicaments qui ne sont pas autorisées. Par exemple, si un enfant de moins de 2 mois une infection, ce n'est pas le sirop, c'est des voies injectables.
Donc, vous comprenez qu'on peut perdre beaucoup de temps. Et ce temps perdu fait encore que le patient arrive tardivement à l'hôpital, dépense plus et après, on nous accuse un peu, nous les professionnels soignants, de donner de grosses factures, d'avoir fait traîner, d'avoir cherché à faire dépenser. Donc, vous voyez que ça englobe, ça met un bon désordre dans tout ce qui est suivi de l'enfant. D'accord. Et pourquoi se Donc, si je soigner? peux rajouter également, si vous me Oui, oui, permettez, allez-y, c'est docteur. que l'automédication, en fait, a plusieurs causes, puisqu'on a déjà vu sur le plan de la plainte du patient. Mais en fait, l'automédication est vue aussi pour certains comme un gain de temps, comme un gain d'argent, et comme une santé à petit prix. Oui, Comme une santé à petit prix. C'est un peu le raccourci. Le patient se dit, pourquoi est-ce que je vais payer la consultation alors que je peux avoir les médicaments? Pourquoi est-ce que je vais aller m'aligner? Pourquoi est-ce qu'on va me mélanger avec les autres patients? Pourquoi est-ce que je vais aller dans les hôpitaux où il y a les odeurs et on va mal me parler alors que donc, c'est pour dire en fait qu'on est tous responsables. Mais quand je parle d'automédication, je ne jette pas la pierre sur les Camerounais lambda. Chacun a son rôle à jouer, le gouvernement, les médecins, les infirmiers, les médias. C'est pour ça que j'ai accepté directement l'invitation sur votre chaîne parce que c'est aussi ressortir un peu le rôle de chacun dans l'amélioration de la qualité des soins. d'accord, docteur. Et pourquoi se soigner seul peut s'avérer dangereux? Je ne vous ai pas bien suivi. Pourquoi se soigner seul peut s'avérer dangereux? Pourquoi se soigner seul Peut peut s'avérer s'avérer dangereux. dangereux? Oui, docteur. Il n'y a pas de bon traitement sans bon diagnostic. Je crois qu'on est d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, si vous vous soignez seul, ça veut dire que vous êtes déjà capable de poser le bon diagnostic. Oui. On se demande bien quelle notion de médecine. En fait, nous, on est allé à l'école pour rien. En fait, si je peux paraphraser un peu le style de parler de Cameroun, c'est que vous me demandez, est-ce que l'école de blanc que vous avez fait la mission à quelque chose dans le fond? Donc, il faut savoir qu'en médecine, il y a des symptômes absolument damnés qui peuvent cacher des maladies graves. Vous pouvez avoir des vertiges, un mal de tête, vous dites non. Moi, je sais qu'il y a telle compte avec laquelle on sent le mal de tête, alors que c'est un AVC qui veut dire que c'est les premiers signaux d'un AVC. Donc, aller à l'hôpital tôt, en fait, c'est le meilleur, c'est le gain de temps, c'est le gain d'argent, c'est de l'économie. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un qui a des connaissances faibles. Et d'ailleurs, pour parler de la pédiatrie toujours, vous savez que les premiers pédiatres dans notre société, c'est la grand-mère. Oui. Donc, quand votre enfant naît, la personne à qui vous vous référez de façon naturelle, c'est votre mère, si elle est encore là. Oui. Le deuxième pédiatre, c'est la mère. Et maintenant, le troisième pédiatre, c'est moi, le pédiatre. Donc, l'enfant, dans son processus, en général, 3 pédiatres, entre guillemets. Donc, vous voyez donc que une mère qui a son premier enfant ne le gère pas comme son deuxième, son troisième. Donc, forcément, il y a des connaissances qu'elle acquiert avec l'expérience. Et cette expérience, elle accroche elle n'impasse parce qu'elle peut dire, l'autre je soignais comme ça, celui-ci je vais faire la même chose et puis le drame arrive. Il faut bien qu'on se dise qu'il y a la vie de l'automédication, c'est mettre la vie en danger, la vie d'un être humain. Ça peut marcher, on ne dit pas que ça ne peut pas marcher, mais qu'on ne pense pas que parce que ça a marché une fois que ce sera reproductible. Et chaque cas, on aura les mêmes symptômes, les procédés seront les mêmes. Et puis même les médecins se trompent du diagnostic aussi, parce que les présentations cliniques peuvent être malades, c'est ça qu'il faut revenir au rendez-vous aussi parfois pour corriger. Donc il y a une responsabilité de tout le monde dans la place que l'automédication que nous avons. D'accord, docteur. Étant donné que vous proscrivez l'automédication, quels sont donc les inconvénients de cette pratique? Alors, les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que chaque médicament, tout médicament est un poison. Oui. Tout médicament est un poison. Vous avez votre enfant qui a 3 symptômes. Il a de la toux, il a de la fièvre, il a de la diarrhée. Vous allez à la pharmacie, dites, je voudrais un médicament contre la toux. On vous le donne. Et donnez-moi aussi un médicament contre la diarrhée. Et quand vous donnez-moi aussi un médicament contre le palud. En fait, on vous donne 3 médicaments, mais vous ne connaissez pas les interactions entre les 3 médicaments. Et vous ne vous dites pas qu'il y a une seule maladie qui peut avoir causé, par exemple, la toux, la fièvre et la diarrhée. En pédiatrie, la simple grippe à l'enfant donne la toux, la fièvre et la diarrhée. Vous voyez donc que moi, pédiatre, je vais juste donner de l'eau de réhydratation et mettre les maris
Mais vous allez donner 3 médicaments dont l'enfant n'a pas besoin. Vous allez dépenser, vous allez perdre du temps, la maladie va s'aggraver et vous allez en juste à l'hôpital. Donc, les effets néfastes sont à tous les niveaux. Les effets délétères sont autant sur le plan sanitaire, autant sur le plan financier, autant sur le plan social. D'accord, docteur. Et maintenant, docteur, le Naturcol, médicament qui a causé il y a quelques jours la mort de 6 enfants dans le nord-ouest. Pour quelle pathologie ce médicament est-il prescrit? Alors, vous savez, les médicaments ont les noms commerciaux. Oui. Le Naturcol, ce n'est qu'un nom commercial. Dans le marché camerounais, il y a plus de 30 médicaments qui ont la même composition que le Naturcol. D'accord. Ils sont prescrits de façon encadrée, non encadrée, formelle et informelle. Donc, pédiatre, de ce que je sais, c'est que c'est des médicaments qu'on prescrit quand l'enfant a de la toux ou du rhume. Et en fait, c'est des médicaments qui n'ont pas leur rôle à jouer dans la toux et le rhume. Ça améliore les symptômes, mais ça ne soigne pas. Donc, une fois qu'on a dit cela, le problème, c'est que le ministère s'est prononcé. C'est un médicament qui a échappé au contrôle, qui n'a pas suivi le chemin normal de tous les médicaments avant d'être mis sur le marché. Je ne vais pas entrer dans le débat de pourquoi ça se retrouve là. Je vais analyser le problème juste sur l'aspect médical. Ce n'est pas la compétence de parler de tout ce qui est pénal ou médico-légal. Donc, c'est un médicament qui a beaucoup qui est prescrit de façon abusive. Parce que pour la toux, on ne donne pas de médicaments pour la toux ou contre la toux de l'enfant avant l'âge de 2 ans. Si vous prenez la notice de ce médicament ou des médicaments similaires, vous verrez que dans la notice, c'est écrit en noir et blanc que ce médicament doit être proscrit chez les enfants de moins de 2 ans. Le premier problème posé, c'est que sur le flacon, on dessine des enfants de moins de 2 ans. Voilà déjà le problème que ce médicament pose. Donc il y a déjà un problème éthique. Parce que dire qu'on ne donne pas un médicament à un enfant de moins de 2 ans, et que sur le flacon, on retrouve encore l'image d'un enfant de moins de 2 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème. Oui. Donc c'est déjà peut-être pour attirer le capital sympathie. Les médicaments qui viennent de l'Europe, vous verrez, sur ces médicaments, il n'y a pas de photo. Parce que la réglementation est stricte. Le médicament, c'est le médicament, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas de la nourriture. Donc, on enlève tout ce qui est capital sympathie sur la présentation du médicament pour que la famille ne se familiarise pas avec le médicament. Donc, le premier problème posé déjà, c'était que le circuit n'est pas tracé. Le lieu de l'achat, on ne sait pas où il a été acheté. Le lieu de conservation, on ne sait pas. La traçabilité par rapport à la conservation de la production, est-ce que ça se retrouve sur le marché, on ne sait pas. Donc, mais si la précision que je voudrais faire, c'est que même un médicament qui a suivi tous les processus de validation, qui a été prescrit, et qui a été acheté, et qui a été donné, l'enfant peut réagir de la même façon. Mais il faut toujours pouvoir signaler rapidement aux fabricants. C'est pour ça qu'il y a les numéros de lot. C'est pour ça qu'il y a des contacts. Je vous mets au défi de trouver ce médicament et nous dire s'il y a un numéro de lot dessus. Il y a un contact qu'on peut appeler et dire il y a tel médicament, il a été produit dans telle usine. Parce que lorsqu'on a un incident, la seule façon de tirer les choses au clair, c'est de pouvoir tracer le circuit de la production à ce qui se retrouve sur la table de la famille. Donc, vous comprenez donc que la lutte contre les médicaments de la rue, ce n'est pas l'affaire du ministère de la Santé seul. On a tous notre rôle à jouer, le média également a tous notre rôle à jouer dans la lutte contre les médicaments de la rue et les médicaments. D'accord, docteur. Docteur, pour sortir de l'émission, comment comprendre qu'un tel médicament soit facilement et rapidement, facilement et rapidement conduire à la mort chez l'enfant sans qu'on ne s'en aperçoive? Comment comprendre cela? Ok, donc, je vais vous donner 2 cas de figure. Oui. Le cas de figure où le médicament en lui-même n'était pas bon, et le cas de figure où le médicament était bon, il n'était pas adapté à l'âge.
Dans le cas de figure, on peut avoir les deux. On peut avoir donné un médicament qui n'est pas bon, un médicament qui ne soit pas adapté à l'âge. Et je voulais dire que tout médicament est un poison. Généralement, quand vous ingérez un médicament, dans les 15 minutes, il suffit pas dans la circulation sanguine. Et une fois qu'il est passé dans la circulation sanguine, vous ne pouvez pas le retirer de vous-même. Donc, ce n'est pas en disant que quand je vais aller aux toilettes et quand je vais aller pisser, le médicament va sortir. Non, le médicament traverse le corps, il a le temps de se fixer sur l'organe le plus vulnérable. Et l'organe le plus vulnérable, généralement, c'est le cerveau. Et ensuite, avec ce médicament qui est toxique et qui circule le plus rapidement sur le cerveau, vous voyez que la mort peut survenir rapidement. Donc, le problème, c'est qu'il faut déjà le bon diagnostic, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie d'administration, la bonne durée. Donc, tous ces éléments sont importants pour parler de l'innocuité des médicaments pour l'être humain. C'est encore plus long. D'accord. Merci à vous, docteur Patrick Ngou, pédiatre à Kribi, d'avoir répondu aux questions de Quotidien Santé cet après-midi. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. D'accord. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. Aujourd'hui, le thème évoqué était l'automédication. Retrouvons-nous demain. Bon après-midi.